La soft skill que j'ai le plus mobilisée, que je continue à utiliser et je crois que j'aimerais encore développer, c'est celle du questionnement philosophique. C'est-à-dire la capacité à prendre de la hauteur par rapport à l'ensemble des sujets et des thématiques qui nous sont proposées au quotidien lorsqu'on exerce par exemple le métier de consultant. Les organisations publiques et privées qui nous consultent nous sollicitent sur trois enjeux décisifs aujourd'hui pour elles. Premièrement, la question de l'attractivité. Comment faire en sorte d'attirer des talents dans les organisations et dans les différents métiers qu'elles représentent. Deuxième sujet, la question de la fidélisation. Comment faire en sorte que des collaborateurs qui ont été recrutés restent, se développent, travaillent au sein de l'organisation. Troisième sujet, la question du développement, c'est-à-dire la question de comment acquérir les compétences qui sont les compétences requises pour exercer le métier, mais aussi pour exercer le métier demain. Aux trois sujets que je viens d'évoquer, concernant donc l'attractivité, la fidélisation et le développement, s'ajoute la problématique de l'organisation du travail. Parce qu'aujourd'hui, pour recruter, il faut annoncer finalement les conditions dans lesquelles l'activité va pouvoir s'exercer. Et on peut assister à des ruptures de contrat de travail à l'initiative des salariés, au motif précisément que l'organisation, les processus de travail ne sont pas conformes, par exemple aux annonces qui ont été faites au moment du recrutement, ou génèrent une insatisfaction du point de vue notamment du développement de la personne et de ses compétences, et donc amènent les collaborateurs à se mettre en retrait et éventuellement à quitter très rapidement et beaucoup plus rapidement que ce que l'on a pu connaître dans les années 80-90, les employeurs avec lesquels ils travaillent. Et nos DRH, les directions générales qui nous sollicitent, évidemment sont confrontés à un enjeu supplémentaire encore en termes de construction et de fabrication des compétences. C'est que aujourd'hui, une organisation, elle se doit d'anticiper à la fois l'évolution technique et technologique, parce que toutes les organisations évoluent et particulièrement sous le sceau du numérique. Deuxièmement, elles se doivent d'intégrer un enjeu majeur qui est l'enjeu de la transition écologique et donc d'une révolution des modalités d'exercice de leurs activités pour intégrer une économie bas carbone. Dit comme cela, ça peut paraître simple. Dans les faits, ça nécessite de modifier considérablement les processus de travail et donc les compétences. Et puis, troisième enjeu, qui est un enjeu tout aussi central, c'est une évolution finalement socio-culturelle, c'est-à-dire modifier les mentalités, faire en sorte de créer finalement les conditions qui soient les conditions d'acceptation de nouvelles formes de travail, d'un nouvel écosystème que caractérise l'organisation. Et ces trois registres-là se cumulent aux différents enjeux que j'ai évoqués précédemment. Il va être difficile de dénoncer l'ensemble des solutions et pistes d'action qui peuvent être mobilisées par les entreprises et les organisations publiques. Je voudrais chercher à expliciter deux approches qui me paraissent évidemment complémentaires. Premièrement, une approche qu'on pourrait considérer comme macro, mais qui est probablement l'un des éléments clés de la réussite, non seulement de l'entreprise, mais aussi de notre nation sous l'angle des compétences. C'est une meilleure collaboration entre les acteurs publics et les acteurs privés. Je pourrais donner à titre d'exemple et d'illustration les initiatives prises par le gouvernement dans le cadre de compétences métiers d'avenir ou dans le cadre des programmes d'investissement dans les compétences. On a associé des acteurs. Les acteurs publics et les acteurs privés se sont sentis concernés par des accélérations sur le champ des compétences. Donc, un premier élément qui est une meilleure collaboration publique-privée. Un deuxième élément, c'est une gouvernance des dispositifs qui sont déployés, territorialisés. Aujourd'hui, chaque acteur nous fait savoir qu'il est absolument indispensable de trouver des solutions, non pas à l'échelon national,
mais aussi territoire par territoire, parce que lorsqu'on construit un EPR, on le construit quelque part. On ne le construit pas, on va dire, ex nihilo, dans un endroit qui n'existerait pas. Non, on le positionne sur un espace géographique de la même manière que les citoyens ne sont pas prêts à parcourir la France pour pouvoir trouver du travail. On regarde quoi? Il faut que l'emploi se rapproche des territoires et la gouvernance de ces dispositifs en faveur du développement de l'emploi et des compétences doit se faire sous un angle territorial. Alors ça, c'est des éléments de contexte et des solutions d'ordre macro qu'on pourrait considérer presque comme de l'ordre de la politique publique. Évidemment, il y a différents dispositifs et solutions évoquées par les entreprises pour pouvoir faire face à ces enjeux de compétences. On va particulièrement les trouver illustrés dans les accords de gestion pour l'emploi et les parcours professionnels, ce qu'on appelle la GEPP. C'est là où les entreprises vont afficher leurs ambitions. Et toute la question, évidemment, est de savoir comment elles peuvent passer de ces ambitions à l'action. S'il fallait que je retienne un certain nombre de points dans ces accords de GEPP, il me semble que nous pouvons mettre l'accent sur les points suivants. Premièrement, une focalisation et une attention beaucoup plus forte que dans les accords qui pouvaient préexister à la personne. Quelle solution j'apporte à chaque individu dans le cadre de son évolution professionnelle, de son évolution de carrière, de son développement de compétences et des différentes transitions qu'il va se devoir d'opérer pour pouvoir accompagner l'évolution de l'entreprise. Et cette focalisation, cette user-centric, comme on dit par ailleurs, ou cette focalisation sur la personne, eh bien, est un élément, je crois, assez fondamental de l'évolution des politiques de ressources humaines telles qu'on peut les constater et telles qu'on est amené à les accompagner. Deuxième sujet clé, c'est que ce sont finalement l'ensemble des processus RH qui doivent être revus. Ça veut dire qu'on ne peut plus former de la même manière, on ne peut plus recruter de la même manière, on ne peut plus communiquer sur les emplois de la même manière. Il faut regarder l'ensemble de ces dimensions, non pas séparément, mais dans leur globalité, en effet système, parce que les individus, finalement, aujourd'hui, questionnent l'organisation, questionnent les orientations de l'entreprise à l'aune de ce qu'ils vivent. Et au regard de quoi ils vivent l'ensemble de ces dimensions, et quand elles sont contradictoires, eh bien, il ne manque pas de les mettre en exergue. Et donc, c'est un point essentiel, c'est être finalement en capacité de faire ce que l'on annonce au moment du recrutement et de suivre les différents indicateurs et les différents processus pour s'assurer que chacun de ces indicateurs, chacun de ces processus honore finalement la promesse qui a été faite au moment de l'embauche. Donc, des enjeux à la fois macro et des enjeux plus au sein de l'entreprise qui tous doivent converger pour traiter le sujet du développement des compétences dans les organisations. J'identifie 3 enjeux clés délicats qui vont questionner l'ensemble des acteurs qui se préoccupent des sujets de compétences. Tout d'abord, ça paraît comme une évidence, évidemment, l'intelligence artificielle générative. On sait qu'elle est en train de bouleverser les métiers, elle modifie les réflexes, elle modifie des formes de collaboration au sein même des entreprises, des services rendus auprès du public, et ceci ne fait que commencer, et on se doit d'être vigilant, non pas forcément inquiet, mais vigilant quant aux conséquences qui vont pouvoir avoir cours dans la déclinaison de toute cette intelligence artificielle en cours de déploiement. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le développement de ce que l'on pourrait appeler une entreprise polycentrée. C'est-à-dire le fait que, on le voit, nos organisations aujourd'hui s'appuient sur des expertises. Ces expertises, elles sont de plus en plus extérieures au cœur de l'organisation. On est de plus en plus en articulation avec des acteurs qui sont en dehors de l'entreprise et avec lesquels on doit concilier, ces acteurs étant certes parfois des organisations, mais souvent et de plus en plus aujourd'hui des auto-entrepreneurs, des freelances, des acteurs qui peut-être même d'ailleurs vivaient et travaillaient dans l'organisation auparavant et qui aujourd'hui, du fait aussi d'une certaine appétence pour l'entrepreneuriat, ont décidé de travailler
en dehors du cadre de l'organisation. Et ceci pose à la fois des questions de suivi de la compétence individuelle, suivi de la compétence de ces freelances, qui finalement se doivent de se comporter quasiment comme des artisans, toujours à devoir développer leur portefeuille de compétences. Et puis en même temps, ça pose la question de l'articulation des compétences pour pouvoir être garant du résultat que l'on entend servir auprès du client lorsque l'on est une organisation avec une promesse faite aux différents clients. Donc ces deux éléments sont deux éléments absolument centraux. Mais je me permettrai d'ajouter un troisième, qui est un troisième auquel je suis particulièrement attaché et qui me semble appeler à une révolution des acteurs de la formation initiale et de la formation continue. C'est que l'on a trop tendance à vouloir opposer employabilité, se préparer à l'exercice d'un métier, et éducabilité, se mettre en situation de pouvoir continuellement apprendre, et citoyenneté, être capable de finalement vivre ensemble dans le cadre d'une société et non pas simplement d'une organisation. Et cette combinaison des trois dimensions, employabilité, citoyenneté, éducabilité, on tente à parfois vouloir les séparer en disant c'est le job de la formation initiale pour éducabilité, citoyenneté, et puis de la formation continue pour ce qui concernerait le sujet de l'employabilité. Ces trois éléments sont en train de se retravailler. Lorsque vous êtes dans une situation de tension sur le marché de l'emploi, vous avez forcément besoin d'aller recourir à des ressources que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de recruter. Et donc il va falloir dans ce cas préparer et accompagner des personnes qui peut-être ont un peu moins l'habitude de se lancer, de travailler au sein d'une organisation. Et c'est ce point qui va nécessiter une reconfiguration de l'offre d'accompagnement des personnes, aussi bien au travers de la formation initiale que de la formation continue. Les acteurs doivent travailler plus ensemble et c'est un défi qui, je crois, va tous nous occuper au cours des prochaines années.